Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une étape vraiment essentielle pour tout administrateur réseau qui se respecte, l'installation d'un service DHCP. Mais on va pas faire les choses à moitié, non, on va l'intégrer directement sur notre contrôleur de domaine Samba pour que tout soit propre et centralisé. Allez, c'est parti, on va faire ça ensemble, étape par étape. Ah, la gestion manuelle des adresses IP. On est tous passés par là, n'est-ce pas? Le petit carnet, le fichier Excel, et puis le drame. La machine qui refuse de se connecter, le conflit d'adresses qui met tout le réseau par terre en plein milieu de la journée. C'est pas seulement une perte de temps, c'est une source de problèmes sans fin. Heureusement, il y a une solution qui a fait ses preuves depuis bien longtemps, le protocole DHCP. Le principe est hyper simple, il automatise tout ce processus. Et le résultat, c'est un réseau beaucoup plus fiable, un gain de temps énorme et surtout la fin de ces maudits conflits d'adresses. Alors, pour que tout soit bien clair, on va suivre un plan en 5 étapes. D'abord, on va voir pourquoi on fait ça. Ensuite, on prépare le serveur et on installe le logiciel. Après, on passe au cœur du sujet, la configuration. Puis, on démarre tout ça en toute sécurité. Et enfin, la meilleure partie, on vérifie que tout marche comme sur des roulettes. On y va? Ok, commençons par le début. Avant même de taper la première ligne de commande, c'est super important de comprendre ce qu'est le DHCP et surtout, pourquoi le fait de l'installer sur notre contrôleur de domaine, c'est vraiment une bonne idée. Pour faire très simple, imaginez le DHCP comme le concierge de votre réseau. Dès qu'un nouvel appareil arrive, que ce soit un PC, un smartphone, peu importe, il toque à la porte. Et le DHCP lui dit « Bienvenue, voilà ton adresse IP, tu peux maintenant parler avec tout le monde. » C'est aussi simple que ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi sur le contrôleur de domaine Samba? Parce qu'on centralise les deux services les plus critiques du réseau, l'authentification et l'adressage. Ça garantit une cohérence parfaite, surtout pour le DNS. En gros, chaque client qui se connecte reçoit non seulement une adresse IP, mais aussi l'adresse du bon serveur DNS, celui de notre domaine. C'est vraiment la clé pour un réseau qui tourne rond. Bon, maintenant que la stratégie est claire, on met les mains dans le cambouis. On commence par la base, s'assurer que notre système est bien à jour avant d'installer le paquet logiciel pour notre service DHCP. C'est la règle d'or de tout bon administrateur système. Avant d'installer quoi que ce soit de nouveau, on met à jour le système. C'est une question de stabilité, mais aussi et surtout de sécurité. On part sur des fondations saines, avec les derniers correctifs. Pour ça, on utilise une seule commande qui fait tout. Le sudo apt-get update va d'abord rafraîchir la liste des paquets disponibles. Ensuite, le et, ça veut dire si et seulement si la première commande a réussi, alors tu lances la suivante. Et la suivante, sudo apt-get upgrade-y, installe toutes les mises à jour. Le petit -y à la fin, c'est pour dire oui à tout. Comme ça, on n'a pas besoin de rester devant l'écran. Voilà, notre système est tout propre, tout neuf. On peut maintenant installer le service DHCP. Pour ça, on va utiliser ISC-DHCP Server. C'est un grand classique, une valeur sûre du monde Linux. C'est robuste, c'est fiable, c'est exactement ce qu'il nous faut. La commande, vous la connaissez, elle est toute simple. Sudo apt-get install ISC-DHCP server-y. Le système télécharge et installe tout ce dont il a besoin. À ce stade, le service est installé, il existe, mais il ne sait pas encore quoi faire. C'est à nous de lui expliquer, et ça, c'est la prochaine étape. On arrive maintenant dans la salle des machines, c'est vraiment l'étape la plus importante, celle où l'on va tout paramétrer. On va éditer 2 fichiers pour dire à notre serveur DHCP « Voilà le réseau sur lequel tu dois travailler et voici les adresses que tu as le droit de distribuer ». La logique est assez simple. Le premier fichier va nous servir à dire au service sur quelle carte réseau il doit tendre l'oreille pour entendre les demandes des clients. Et le deuxième fichier, dhcpd.conf, c'est le cerveau de l'opération. C'est là qu'on va définir toute la politique d'adressage IP de notre réseau. Alors là, attention, c'est un point absolument crucial et c'est une erreur très très courante. Le serveur DHCP doit savoir sur quelle interface réseau il doit travailler, celle qui est connectée à votre réseau local. Si on se trompe d'interface, le service va tourner dans le vide, il n'entendra jamais les clients. C'est vraiment la première chose à vérifier. Un petit conseil d'expérience, un réflexe à prendre absolument. Avant de toucher un fichier de configuration aussi important, on fait une sauvegarde. Une petite commande CP comme celle-ci, ça prend 2 secondes et ça crée une copie. Si jamais on fait une bêtise, on peut revenir en arrière instantanément. Ça peut vous sauver des heures de dépannage. La toute première chose qu'on va écrire dans notre fichier de configuration, c'est le mot « authoritative ». C'est fondamental. En gros, ça veut dire « pour ce réseau, le patron, c'est moi ». Ça indique que notre serveur est la seule source de vérité. Si un autre appareil, un petit routeur Wi-Fi par exemple, essaie de distribuer des adresses, les clients l'ignoreront. C'est une protection essentielle.
Bien, regardons maintenant les informations qu'on va donner à nos clients. S'il y a une ligne à ne surtout pas rater, c'est option Domain Name Servers. Elle doit impérativement pointer vers l'adresse IP de notre contrôleur de domaine Samba. Pourquoi? Parce que c'est lui qui gère le DNS. Si on met la mauvaise adresse ici, les clients ne pourront jamais joindre le domaine correctement. C'est vraiment le lien vital entre le DHCP et l'Active Directory. Parfait, notre fichier de configuration est prêt. Il est temps de mettre le moteur en route, de démarrer le service pour qu'il prenne en compte tous nos réglages. Et ensuite, on s'assurera qu'il est bien accessible depuis le réseau. Pour ça, on utilise la commande systemtl. On commence par un restart qui va forcer le service à relire notre fichier de configuration. Et juste après, sans attendre, on lance un status pour vérifier que tout s'est bien passé et qu'il n'y a pas de message d'erreur. Et voilà, c'est exactement ça qu'on veut voir. La petite ligne verte qui dit actif running, c'est la confirmation que notre configuration est correcte, que le service a pu démarrer sans problème et qu'il est en train de tourner. Et là, attention au piège classique, le pare-feu. Notre service tourne, c'est super, mais si le pare-feu du serveur bloque les connexions, personne ne pourra jamais lui parler. Les demandes DHCP arrivent sur le port 67 en utilisant le protocole UDP. Il faut donc explicitement ouvrir ce port avec cette petite commande. Sans ça, ça ne marchera jamais. Ok, le serveur nous dit que tout est bon de son côté, mais la seule preuve qui compte vraiment, c'est de voir un client obtenir une adresse IP. Donc maintenant, on va faire le test final, on va vérifier côté client, puis on reviendra sur le serveur pour voir la confirmation. On prend un poste client Windows, par exemple, on va dans ses paramètres réseau et on coche la case magique « Obtenir une adresse IP automatiquement ». En quelques secondes à peine, le poste va crier sur le réseau « J'ai besoin d'une adresse ». Notre serveur DHCP va l'entendre, lui répondre, et hop, la machine va recevoir une adresse IP tout droit sortie de la plage qu'on a définie, comme 10.10.0.50. Et pour boucler la boucle, on retourne sur notre serveur. Le fichier dhcpd.list, c'est le carnet de bord du DHCP. C'est là qu'il note à qui il a prêté quelle adresse. En regardant dedans, on devrait voir une nouvelle ligne avec l'adresse IP et l'adresse MAC de notre client Windows. C'est la preuve ultime que tout notre système est parfaitement opérationnel. Ça nous amène d'ailleurs à réfléchir, quels autres services réseau clés pourrait-on centraliser de cette manière pour simplifier encore plus la gestion de notre infrastructure?